Bonjour, je suis Anne-Charlotte Paoli, je suis professeure de finance de marché à l'école Paris Pôle Alternance, qui m'a proposé, et je l'en remercie, de faire une analyse de grille d'études sur l'impact de la crise du coronavirus. Alors oui, la propagation du coronavirus sur tous les continents fait trembler la sécurité sanitaire et l'économie mondiale. C'est avant tout une crise humanitaire avec une pandémie qui aujourd'hui a fait dans le monde plus de 137 000 décès déclarés. Mais ce sont aussi des mesures de quarantaine et d'arrêt d'activité qui plongent l'économie mondiale dans un effondrement historique, anticipé de façon encore assez positive à moins 3% du produit intérieur brut en 2020, alors qu'il avait augmenté de 2,9% en 2019. Mais les économistes sont assez négatifs, ils pensent que cet effondrement sera beaucoup plus important. Donc le monde est entré dans une crise d'urgence sanitaire et économique, mais qui est différente de tout ce que l'on a vécu précédemment. Ça va un peu être la problématique de cette crise qui se veut inédite, c'est que comme on n'a pas d'expérience similaire forte d'enseignement, on ne sait pas quelles sont les réponses à apporter. Et les gouvernements sont obligés chaque jour d'essayer d'inventer, de s'adapter, d'inventer des mesures inédites pour gérer tous les pendants de cette crise et essayer d'éviter une catastrophe humanitaire et économique. Alors on va voir en quoi cette crise est inédite. Quelles sont donc ces réponses exceptionnelles inventées par les gouvernements pour sortir de cette crise exceptionnelle? Et surtout, qui va en payer le coût? Comment redémarrer l'économie après le confinement? Et enfin, comment les marchés financiers traversent et évaluent cette crise? Puis nous conclurons sur quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de cette crise. Alors, en quoi cette crise est inédite? D'abord, elle impose aux États un choix paradoxal entre la vie ou l'économie. Même si ça paraît éthiquement déplacé, car une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie, résumé André Malraux, cette pandémie impose aux États un choix entre la vie ou l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire? Pragmatiquement, cette crise sanitaire impose aux États un dilemme entre confiner la population et arrêter l'économie, ou préserver l'économie et risquer des vies. Ce confinement avec l'arrêt de l'activité permet de sauver des vies, mais à un coût. Et l'on compare ce coût économique à celui de la valeur monétaire des vies sauvées. Alors même si l'idée est choquante, en économie, on valorise statistiquement la vie humaine qui correspondrait à l'effort financier que doit faire l'État ou les individus pour se garantir une année de vie supplémentaire. Et donc on compare cette valeur humaine au coût économique du confinement. En France, des études évalueraient une vie de vie humaine à environ 60 000 euros et l'absence de confinement ferait environ, on projette, 500 000 morts. Si l'on considère que la pandémie atteigne avant tout des personnes âgées ou souffrantes qui finalement auraient eu en moyenne encore 4 années de vie supplémentaire et qui de plus, on le note, ont un impact économique limité car ils ne sont pas actifs, le coût de la pandémie serait de l'ordre, si l'on ne faisait pas de confinement, de 500 000 morts fois 4 années de vie supprimées à 60 000 euros, ce qui ferait un coût humain de 120 milliards d'euros. On compare économiquement ce coût de valeur humaine au coût économique du confinement, qui est estimé lors du dernier scénario économique à coûter une perte de 10 points du produit intérieur brut pour la seule année 2020, qui correspondrait à peu près à 220 milliards d'euros. Donc on va comparer et arbitrer entre un non-confinement avec un coût de la vie à 120 milliards contre un confinement avec un coût économique à 220 milliards. Donc ouf, le gouvernement français a réitéré son engagement idéologique à préserver la vie et la sécurité sanitaire avant l'économie et la croissance, mais par contre ça nous permet de mieux comprendre que les mesures sanitaires de chaque pays diffèrent en fonction de leurs critères économiques et idéologiques. On a vu les Pays-Bas, on a vu le Royaume-Uni, on a vu les États-Unis qui, eux, privilégient le coût économique, qui ont mis un peu de temps à confiner. Ou même la Suède, qui, elle, idéologiquement, mise sur le civisme individuel et non coercitif. Elle ne veut pas imposer un confinement. Pour certains pays émergents, c'est un autre problème, c'est beaucoup plus compliqué, parce que le confinement, lui, est économiquement impossible, parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, comme dans les pays développés, de maintenir les individus privés de revenus en confinement, qui alors ne pourraient plus subvenir à leurs besoins si on ne le verse pas de chômage ou de primes. La vie ou l'économie, ça permet de comprendre aussi qu'il est complexe pour les gouvernements de fixer une bonne date de déconfinement qui serait un équilibre parfait mais incertain entre l'urgence économique et financière de déconfiner, ça coûte cher, mais le maintien d'une sécurité sanitaire avec une production suffisante de masques ou de gel hydroalcoolique et de respirateurs, voire d'un traitement ou d'un vaccin, et effectivement fixer cette date qui permettrait aussi l'évitement définitif d'un retour possible de l'épidémie. On voit que certains pays asiatiques qui ont déconfiné reconfinent.
Alors on verra, est-ce qu'un déconfinement le 11 mai en France va optimiser ces 3 points. Cette crise du coronavirus, cette crise économique est aussi une crise inédite par sa nature économique qui diffère des autres crises. Alors on connaît les 2 dernières crises, la crise de 2000 qui s'était caractérisée par un effondrement des cours boursiers et donc de la richesse des acteurs économiques et qui a provoqué une crise de la demande. On voit aussi celle de 2008 avec l'arrêt des prêts bancaires qui finançaient la demande, qui s'est également caractérisée par une crise de la demande. Or aujourd'hui, le confinement imposant aux salariés de ne plus travailler ne crée pas une crise de la demande, mais avant tout un arrêt de la production et donc de l'offre. C'est donc une crise de l'offre qui est également accompagnée avec la baisse de consommation des personnes confinées, mais d'une chute moins forte de la demande. Donc une crise de l'offre. De plus, l'impact économique du Covid-19 n'atteint pas de la même façon tous les secteurs économiques. L'impact est effectivement un impact sur la rentabilité des entreprises en 2020, et a priori, on repartirait en 2021, donc ce serait un impact court, et également, c'est un impact assez fort aujourd'hui sur leur liquidité court terme, car malgré l'arrêt de leur production, les entreprises doivent continuer à financer leurs coûts fixes. Les secteurs les plus lourdement touchés sont le tourisme, le voyage, le secteur aérien, la grande distribution, puis l'automobile et les secteurs de logistique, les secteurs de pétrole et de gaz, il y a même un engagement des pays producteurs de baisser leur production pour rétablir le coût du pétrole effondré, puis ça atteint les services financiers, les secteurs de mécanique et ingénierie, et enfin la construction et la pharmacie. Cette crise inédite l'est aussi parce que c'est une crise systémique qui touche tous les pays de la planète, mais qui finalement pourrait être assez de courte durée. Ça serait une bonne nouvelle. Effectivement, tous les pays sont impactés économiquement et humainement, mais pas avec la même violence. Ça va dépendre déjà de l'état de leur croissance initiale et de l'état de leur état sanitaire initial. Et pas au même moment. Tous ces pays ne sont pas impactés au même moment. On a un décalage. La Chine, elle sort du confinement et les États-Unis sont entrés en crise plus tardivement que l'Europe. Comme les activités productives des entreprises sont réalisées dans le monde entier, l'activité réelle ne pourra reprendre que si toutes les entreprises peuvent fonctionner et donc que si aucun pays n'est en panne, que si tous les pays peuvent reprendre et donc toutes les entreprises qui ont des filiales à l'étranger pourront reprendre. Alors cette crise peut être courte, évidemment, si les plans de relance post-crise des pays sont efficaces. On voit que la Chine n'a mis que 2 mois et demi pour revenir à une capacité de production de 77%. Et on fait déjà des projections de retour de croissance pour tous les pays sur 2021. Donc c'est plutôt positif. On a des anticipations assez positives, même si je l'avais déjà dit, les économistes, eux, révisent un tout petit peu plus cette vision positive, révisent un peu plus négativement cette vision positive. Donc l'impact d'anticipation de la crise pour l'Europe, le Fonds monétaire international projette un recul du produit intérieur brut de 7,5 en 2020, alors qu'on avait une hausse de 1,1 en 2019, mais par contre projette également un retour en hausse, donc un retour de croissance en 2021 de 4,7. En Europe, c'est l'Italie qui est le premier frappé par la maladie et englué dans une croissance atone qui va être le plus touchée, avec l'Espagne qui commence déjà quand même à annoncer un déconfinement progressif. En France, on a un impact on anticipe moins 6% pour le PIB français, on a moins 6% pour les PIB français au premier trimestre. On a effacé 5 ans de croissance en 15 jours de confinement. La France projette une récession de 8% en 2020, avant un rebond en 2021 estimé à 4,5%. Chaque mois de confinement coûte 3% de produit intérieur brut à la France. L'Allemagne, même si la propagation du virus est meilleure, a été impactée à l'export par le ralentissement chinois et elle devrait connaître aussi une récession de 7% en 2020 avec une reprise estimée à 5,2% en 2021. Le Royaume-Uni traverse également une grave crise avec une récession de 6,5% en 2020 qui pourra être amplifiée par la poursuite du Brexit et une reprise de 4% en 2021. Aux États-Unis, on a une récession historique, une récession de 5,9% anticipée sur 2020, puis une reprise anticipée à 4,7% en 2021. Mais cette crise a mis en évidence un pays extrêmement inégalitaire. On a vu l'envolée spectaculaire du chômage, un chômage d'emploi peu qualifié, qui va accentuer les inégalités d'accès aux soins, sachant qu'une hospitalisation pour le Covid-19 peut coûter aux non-assurés jusqu'à 75 000 $. Et quand on est au chômage, on perd son assurance. Même si le gouvernement verse des primes, il verse 3 400 $ pour une famille de 4 personnes, elles ne seront d'aucun secours en cas de maladie. Enfin, dans les pays émergents, qui sont très différents au niveau de l'impact,
On a en Chine un ralentissement de l'activité qui passe de 6,1 à 1,2% en 2020 et une forte accélération de 9,2% pour 2021. L'Inde également devrait passer de 4,2% à 1,9% en 2020, puis 7,4% en 2021. Le Moyen-Orient, lui, va souffrir de la chute du pétrole, mais la situation est beaucoup plus préoccupante en Afrique, qui, eux, vont devoir faire face à une urgence sanitaire. Ils n'ont pas d'équipements médicaux, une urgence économique avec la chute du prix des matières premières, mais aussi un risque de pénurie alimentaire qui pourrait aboutir à une catastrophe humanitaire. Alors, à cette crise inédite, à cette crise exceptionnelle, quelles sont les réponses exceptionnelles des gouvernements qui nous proposent pour essayer de sortir de cette crise? Et puis, qui va en payer le coût? Les gouvernements ne bénéficient, on l'a vu, d'aucune expérience de crise similaire. Ils doivent répondre à ces crises de manière innovante, être assez rapide, flexible, capable de se réadapter à de nouvelles contraintes. Il n'y a pas de modèle, les plans d'aide et de relance sont à inventer. Leur objectif est de faire en sorte que la crise ne perdure pas et gérer tous les facteurs qui risqueraient de l'enliser. Déjà, il faut empêcher les faillites des entreprises qui, avec perte d'emploi et d'actifs, enfonceraient la crise. Il faut éviter une crise bancaire due à une multiplication des faillites ou de défauts des ménages qui sont au chômage et qui empêcheraient les banques de prêter. De plus, cette crise ne provient pas d'une erreur des banques ou des entreprises, comme en 2000 ou comme en 2008. C'est un arrêt de l'activité décidé par les gouvernements pour sauver des vies humaines, qui est un bien public. Donc, le coût de la crise ne doit pas être à la charge des acteurs économiques, mais bien à la charge des États. De plus, si à la sortie de crise, l'offre des entreprises à cause des faillites ne peut faire face au choc de la demande, enfin libérée, cela peut déclencher une crise inflationniste. Tous les États l'ont bien compris et multiplient les actions de soutien financier. Baisse des impôts, accords de subvention, report des charges fiscales et sociales, accès facilité au chômage partiel en Europe, augmentation des indemnités chômage aux États-Unis pour maintenir les revenus des salariés, garantie publique des crédits aux entreprises pour que les banques ne coupent pas leurs lignes. L'endettement public explose, mais les États mettent tout en œuvre pour sauver l'économie. C'est pas très grave si on s'endette. En France, le plan d'urgence passe à 110 milliards et il devrait être encore plus élevé. Le déficit public passe à 9% du PIB avec une dette publique équivalente à 115% du PIB qui prend également en compte le fait qu'il y a des baisses des recettes fiscales, baisse des impôts et baisse de la TVA. Alors, comment les États se financent? Pour se financer, les États émettent de la dette sous forme de titres sur les marchés qui sont par la suite rachetés par les banques centrales sur le marché secondaire. C'est ce qu'on appelle la politique de quantitative easing. Ou directement par la banque, comme c'est le cas dans la Banque d'Angleterre. Les banques centrales, alors comment elles font les banques centrales pour financer indirectement cette dette étatique? Eh bien, les banques centrales, elles ont des réserves, mais elles peuvent aussi faire fonctionner la planche à billets. La Banque centrale européenne a acheté 750 milliards de titres d'État et d'entreprises et annonce, Christine Lagarde, avoir 1000 milliards d'euros pour soutenir des dettes publiques et 3000 milliards d'euros pour aider les banques à financer l'économie. De plus, les taux d'intérêt étant nuls et faibles, l'État français, pour s'endetter à 10 ans, paye 9 centimes, c'est très faible. Et les États peuvent s'endetter à l'infini. Mais la question, c'est comment nos économies vont-elles pouvoir rembourser ces dettes? Donc, on l'a bien vu, l'idée, ce ne serait pas que cette dette soit par la suite payée par les acteurs économiques. D'abord parce qu'ils ne sont pas responsables de l'arrêt de l'économie, et aussi parce que les acteurs économiques doivent être là, les entreprises et les ménages doivent être là pour faire fonctionner l'économie. Donc, on n'imagine pas un prélèvement direct sur le patrimoine des acteurs économiques comme la remise en place de l'ISF. On ne pense pas à une augmentation des impôts. Ce n'est pas envisageable parce qu'il faut que les investisseurs continuent à acheter des actions pour financer les entreprises. Mettre en place une politique budgétaire très restrictive, ça va tuer la relance. C'est exactement ce qui s'est passé après 2009. L'autre idée, ce serait l'inflation. La mise en place de l'inflation, si jamais la demande n'est pas contenue par l'offre, il peut y avoir une forte inflation. Alors oui, cette inflation, puisque ça augmente la valeur des biens, peut réduire la dette. Ça va réduire la valeur de la dette. Mais l'idéal serait d'arriver à produire assez de richesse dans les années à venir pour la rembourser. C'est ça l'idée. L'idée, c'est de mettre en place une croissance forte qui va produire assez de PIB pour pouvoir rembourser les dettes. Et donc, il faut préparer un plan de relance pour l'après-crise et redémarrer cette économie. Alors, qu'est-ce que les États proposent quel est le plan de relance? Qu'est-ce qu'ils proposent pour redémarrer l'économie? Pour relancer l'économie et faire en sorte que l'offre soit au rendez-vous de la demande à la sortie de crise, les États vont devoir aider les entreprises fortement endettées pour compenser leurs pertes de chiffre d'affaires et leur permettre de garantir une offre face à la reprise. On se questionne.
Le ministre de l'économie français, Bruno Le Maire, a déclaré que c'est encore trop tôt pour détailler un plan de relance précis. Mais ce qui est sûr, c'est que ce plan devra répondre à 3 principes. Le premier, priorité absolue à l'investissement. Le deuxième principe, mettre en place des soutiens spécifiques pour certains secteurs, les plus attaqués gravement par la crise. Et le troisième principe, c'est la coordination de nos plans de relance au niveau européen. En France, on propose de supprimer les dettes fiscales et sociales reportées pour les secteurs qui sont en grande difficulté. On propose aussi de baisser fortement les impôts de production. Dans les autres pays, on peut mettre en place des aides fiscales à l'investissement ou des subventions directes aux entreprises. Du côté des salariés, il faut assurer aussi la sécurisation sanitaire des lieux de travail et mettre en place des mesures d'incitation de retour à l'emploi. Pour financer le plan de relance en Europe, à côté des financements des États et des interventions de la Banque centrale européenne, l'Eurogroupe, qui réunit les ministres des Finances de chaque pays européen, met à disposition des pays 500 milliards de dettes mutualisées pour les États, les entreprises et payer le chômage partiel des ménages. Ce fonds travaille également sur la mise en place d'un fonds de relance qui viserait à maintenir la compétitivité des entreprises au niveau international et pourrait financer les industries frappées de plein fouet par la crise, comme l'automobile. Et ce fonds serait financé par des émissions d'obligations, ce qu'on appelle les fameux Corona Bonds, ou instruments financiers novateurs. Ces plans de relance dessinent différents scénarios économiques possibles de sortie de crise. On a un scénario de sortie optimal qui serait une sortie de crise en V, qui est une reprise rapide après avoir touché le fond, mais qui est plutôt oublié là, au profit d'un scénario plutôt en U, qui symbolise un temps de stagnation avant un redémarrage vigoureux. En tout cas, il faudrait éviter un scénario en W, qui anticipe une rechute avec une résurgence de la pandémie en octobre, suivie de nouvelles reprises. Mais surtout, ce qu'il faudrait éviter, c'est un scénario en L, qui représente la vision la plus pessimiste d'une économie durablement à l'arrêt. Alors, comment les marchés financiers traversent et évaluent cette crise ? Les actions sur les marchés sont valorisées par l'anticipation qu'ont les investisseurs des résultats futurs des entreprises. Donc, dans un premier temps, à l'annonce d'un possible arrêt des économies et donc d'arrêt du résultat des entreprises, les marchés ont chuté. Mais l'intervention massive des mesures gouvernementales et des banques centrales à préserver le système économique ont fait réviser les investisseurs sur un scénario de baisse des résultats moins catastrophiques et calmer le marché. Dès le 1er janvier 2020, le MSCI World, qui mesure la valeur des entreprises des pays économiquement développés, a chuté de 20%, puis est remonté dès le 1er mars de 6% jusqu'à aujourd'hui. Alors les variations du marché vont dépendre des nouvelles informations que les investisseurs vont transformer en anticipation de variation du résultat des entreprises. Aujourd'hui, les informations se répètent et le marché est un peu en attente. Le marché attend de nouvelles informations. Il attend des informations sur le rythme des déconfinements. Il attend des informations sur la reprise économique et les relances. Il attend l'annonce d'un traitement ou d'un vaccin qui permettrait une forte remontée du marché. Ou alors, il pourrait y avoir aussi un retour de l'épidémie en octobre qui ferait de nouveau baisser le marché. Enfin, en conclusion, on peut se demander qu'est-ce qu'on pourra tirer comme enseignement de cette crise. Effectivement, il faut savoir qu'en chinois, le mot crise se définit par 2 idéogrammes, le premier ayant un rapport avec le danger et l'autre avec les opportunités. Effectivement, cette crise est l'opportunité de nous améliorer. En France, comme dans de nombreux pays, nous sommes entrés dans la crise sans masque et sans gel hydroalcoolique, ce qui nous a valu un confinement rapide, mais avec 6 lits d'hôpitaux pour 1000 habitants, contre 8 lits d'hôpitaux en Allemagne pour 1000 habitants, mais que 3,2 lits pour 1000 habitants en Italie et 2,8 lits pour 1000 habitants aux États-Unis. Et nous avons également une couverture maladie exemplaire. En France, cette crise engage la nation pour son hôpital public avec une rallonge budgétaire et une augmentation de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie et accorde enfin aux soignants leurs légitimes revendications, mais aussi une augmentation des salaires du secteur public et le versement de primes aux fonctionnaires qui n'ont cessé de fonctionner pendant cette crise. On repense aussi également à la valeur du travail. Comme l'a énoncé Emmanuel Macron, la valeur du travail de chacun devrait être rémunérée à la valeur de sa fonction utile. Cette dernière comprenant en période de crise sanitaire une prime de risque équivalente au risque de perdre sa valeur humaine. Ainsi, le personnel soignant touche une prime à laquelle s'ajoutera une prime exceptionnelle défiscalisée allant jusqu'à 1 000 € attribuée à certains fonctionnaires. Les entreprises privées en font autant pour garantir un fonctionnement économique minimum. Cette crise favorise également l'idée d'autonomie industrielle des pays sur les médicaments, les télécoms, le matériel pour l'énergie renouvelable. Et les dépenses publiques vont être orientées vers les rapatriements d'industries délocalisées.
Mais aussi, cette crise nous amène à repenser notre modèle de développement en mettant en œuvre une politique d'investissement écologique et de sobriété pour stopper l'emballement climatique. Cette crise augmente également l'attractivité de Big Data pour gérer comme en Chine la propagation du virus. Il est clair que cette crise, en révélant les fragilités de notre système économique et social, nous donne l'opportunité d'accélérer les moteurs de notre développement durable et solidaire. Il faut juste espérer que tous ces beaux projets d'évolution ne seront pas oubliés dans l'exaltation du déconfinement et de la reprise économique. Voilà, portez-vous bien, confinez-vous bien et à très bientôt.